Bonsoir à tous. Pardonnez-nous ces quelques minutes de retard, mais nos intervenants viennent de différents lieux assez éloignés. Et voilà, ils sont tous là. On s'en réjouit. Merci avant tout à Olivier Chaudenson, à la Maison de la Poésie, de nous recevoir de nouveau, nous, Marché de la Poésie. Cette année, nous sommes à plusieurs reprises dans cette maison. Nous étions là il y a une semaine pour l'hommage à Yves Bonnefoy et nous serons de nouveau ici le 12 juin pour une soirée consacrée à Abdelatif Lahabi. Ce soir, on poursuit le travail entamé dans le cadre des États généraux de la poésie que le marché a lancé depuis le 16 mai, en procédant à Lyon à l'ouverture de ces États généraux. Plus d'une trentaine de soirées déclinent différentes thématiques propres à ce mouvement qui se donne comme perspective de faire un état des lieux des pratiques poétiques aujourd'hui, dans leur diversité. Et cet état des lieux va être la première étape d'un mouvement que nous souhaitons prolonger l'année prochaine et dans les temps à venir pour aller vers la formulation de doléances qui ne seront pas propres seulement au milieu de la poésie, mais au milieu de la création contemporaine, dans cette époque où les mutations culturelles et politiques nous demandent en fait de réfléchir et de restructurer des liens de solidarité et d'invention. Ce soir, nous avons donc un grand nombre d'invités. Vous voyez que la parité est parfaitement respectée. Nous accueillons Sereine Berlotier, Sophie Loiseau, Sandra Moussampès, Cécile Portier, Michael Batala, François Maton. Celui qui tient son micro déjà et qui attend le signal de départ, c'est Éric Dussert, à qui nous avons demandé de tempérer ces débats. Et je dis tempérer parce que le mot convient à l'ambiance dans laquelle nous sommes. Et puis aussi parce que nous avons abandonné le terme modérateur, comme vous le verrez dans nos programmes, pour celui de températeur, que nous lui préférons. Donc merci Éric d'avoir accepté de tempérer cette soirée. Puis merci surtout aux auteurs d'être là ce soir dans la Maison de la Poésie. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Comme vous l'avez sans doute appris en regardant le programme, ce soir, nous allons tenter, enfin, ils vont tenter pour vous d'évoquer un sujet non pas épineux, mais qui constitue la moelle de leur travail. Cet intitulé exact, c'est « Deux nouvelles écritures ». Pas deux, hein, deux nouvelles écritures. Ils sont 6 donc, pour répondre à cette question, et nous allons donc alterner des moments de débat et des moments de lecture où chacun sera seul devant son public. Donc, pour ceux qui ne les connaîtraient pas directement physiquement, je vous les présente dans l'ordre cette fois. On a donc Cécile Portier, Sophie Loiseau, Michael Batala, Sereine Berlotier, François Maton et Sandra Moussampès. De nouvelles écritures, donc on en a discuté tous ensemble évidemment avant de venir vous voir. Et il nous est apparu qu'il y avait deux façons d'entendre les choses et deux façons d'interroger ces écritures. Justement, il y a d'une part l'écriture au sens de langage commun d'une collectivité, d'un ensemble d'êtres humains. Et là, le langage, les écritures, ou en tout cas l'écriture, les écritures se servent du langage et a une fonction éminemment sociale. Et parfois, cette fonction sociale, elle vire quand on la met dans les mains d'un Mallarmé, d'un Jabès ou de quelqu'un d'autre. Cette fonction sociale devient aussi esthétique, artistique. Et donc on a naturellement l'écriture au sens esthétique, et naturellement des poètes ne peuvent pas coupés à s'interroger sur ce qu'est l'esthétique de leur langue dans le cadre collectif, de la collectivité du langage humain. Et puis, par ailleurs, ils ont, on le verra sans doute au fil de la discussion, ils ont tous une œuvre derrière eux déjà, et la plupart a déjà une bonne bibliographie. Ce langage, ils le mettent en jeu chaque fois qu'ils écrivent un livre ou un poème. Donc la question du langage, on parle beaucoup de biosphère en ce moment pour des questions écologiques, mais on s'aperçoit que le langage a aussi une fonction
une fonction de repère de l'individu au sein de son propre langage. Et là, on pourrait éventuellement parler de toposphère. Et à ce moment-là, on va parler, dans un deuxième temps, de ce qu'est pour eux leur toposphère et comment elle évolue lorsqu'ils passent d'un livre à un autre, ou comment ils sentent au cœur d'un livre que leur langage, leur écriture évolue au fur et à mesure de leur travail. Donc la première question que je voudrais leur poser, avant que le débat fasse fureur, je voudrais leur demander comment eux se situent, chacun, face au langage poétique contemporain. Et quand je dis contemporain, on ne va peut-être pas remonter à Villon, mais comment le XXe siècle les a conduits, eux, à s'interroger sur le langage, et comment, éventuellement, ils ont utilisé des données, on va dire, d'ordre de la modernité, de la technologie, de l'architecture pour certains, du cinéma ou de la musique, comment leur écriture intègre justement ce moteur. Et est-ce que Michael nous parlerait de son rapport, par exemple, au langage, avec un micro, et par exemple de l'architecture? Alors, j'ai entendu la question comment on se situe, c'est ça? Oui. On se situe par rapport à l'environnement poétique dans lequel nous tentons d'inscrire nos poèmes, c'est ça? Enfin, en tout cas, moi, je parle de mon échelle, c'est le poème, c'est pas tellement le livre. Mais déjà, le premier rapport à cet environnement, c'est déjà de tenter de le connaître. J'ai envie de dire, c'est qui n'est pas évident parce que il est vaste. Et plus je le découvre, plus je le parcours, plus il m'apparaît vaste. Donc j'ai toujours le sentiment d'un retard par rapport à la production contemporaine, si je puis dire. Et si on ajoute à ça le facteur international, évidemment, alors là, on est absolument tous complètement largués. Donc déjà, ça, c'est une première chose, c'est que ma compréhension progressive de ce qu'on appelle poésie m'a conduit à dire que je ne la connaîtrai jamais dans son ensemble, y compris sur le contemporain. Donc déjà, à partir de là, se situer, c'est toujours aussi se situer par rapport à une part d'obscurité du domaine. Ça me paraît important de dire ça, parce que l'une des premières sidérations dans mon parcours de poète a été justement de passer de la mémoire scolaire à l'incapacité de percevoir l'ensemble du chant de son actualité. Ce qui est violent quand même, hein, parce que je me rappelle très très bien de ce moment d'ailleurs, c'est très datable. Donc voilà, un premier élément sur la question de se situer, connaître. C'est passer du Lagarde et Michard donc à la forêt vivante. Voilà, par exemple. Par exemple on peut, ouais, les autres, vous ressentez aussi cette difficulté de percevoir l'environnement immédiat, ou moins immédiat, mais en tout cas l'environnement contemporain? Moi, pour ma part, je dois avouer que j'en ai guère le souci. J'ai aucune préoccupation de m'inscrire, mais à coup pas, m'inscrire dans un champ quelconque, poétique ou quoi qu'est-ce. Il y a quelques lectures qui ont été déterminantes et qui me semblent enthousiasmantes et forcément contemporaines, et qui invitent à travailler sans qu'on ait à se soucier de la vastitude, de la variété, de l'actualité du paysage contemporain. Par exemple, il suffit de quelques jalons, Rimbaud, Ponge, Pérec. Voilà, moi, m'en suffit à m'inviter à travailler dans une certaine direction. Je trouve ça extrêmement enthousiasmant. Après, je dois avouer,
en ignorance en fait de ce qui fait la littérature, la poésie contemporaine aujourd'hui. Quand j'ai l'occasion d'en lire, je suis ravi, mais j'ai l'impression d'appartenir absolument à aucun milieu et j'ai pas l'impression que ça soit nécessaire du tout pour mon cas pour travailler. Alors et Sereine, par exemple, ou Cécile, qui est assez impliquée, ou Sophie d'ailleurs, et Sandra également, qui est très, très impliquée dans la vie quotidienne, j'allais dire, de la poésie contemporaine. Hop, n'hésite pas, Sophie, à prendre un micro. Comment vous-même voyez apparaître ces nouvelles écritures, justement, ces nouvelles façons d'écrire, et d'ailleurs, est-ce que simplement vous les voyez? Est-ce qu'elles sont perceptibles? Moi, je pense que je suis assez proche de François. Je pense que on est un petit peu seul, au fond. On lit, bien sûr, hein, mais comment dirais-je, on avance un peu dans le noir. Alors, on se côtoie de temps à autre, mais moi, j'ai pas l'impression non plus d'appartenir à quoi que ce soit. Enfin, mais je pense qu'on se charge de vous mettre à des endroits, mais on ne se reconnaît pas forcément là ou là. Je crois qu'on est multiforme, on avance au gré de je ne sais quoi. D'ailleurs, on en parlera après pour la deuxième partie, mais je pense que c'est un je ne sais quoi qui nous dépasse un peu. Sophie vient de cafeter, il y aura donc une deuxième partie. Oui, moi ce que j'ai entendu dans la réponse de Michael, c'est ce qui m'interpelle, c'est plutôt la question du manque. Donc moi, mon rapport comme ça à ce qui serait le chant poétique, enfin c'est une forme d'insatiabilité, enfin de manque, et en même temps l'impossibilité de couvrir l'ensemble de ce chant, enfin d'avoir une forme de culture livresque, ordonnée, et d'accepter en fait le hasard de cette rencontre. Enfin, on n'a pas forcément besoin de couvrir tout le chant, on a besoin de façon, comment dire, très utilitariste, de rencontrer les bons textes au bon moment. Et pour certains, ça sera 3 livres à l'intérieur desquels ils vont pouvoir cheminer et produire leur propre travail. Et puis, moi, j'ai certainement la nostalgie en fait d'une vision un petit peu panoramique et d'ensemble, mais je crois que dans les hasards aussi de ce que c'est que se construire comme lecteur, il faut accepter ce désordre et ce hasard des chemins. Enfin. Oui, donc les nouvelles écritures, c'est le lecteur qui les découvre. Oui, enfin, je veux dire que Agrippa d'Aubigné peut être d'une infinie actualité pour, je ne sais pas, mon voisin ou moi-même dans 2 mois. Et donc ce rapport à ce qui va en moi faire désir ou manque ou question et qui va pouvoir habiter un prochain texte. Voilà, n'est pas forcément lié au fait que ce texte, dans son historicité, aurait été publié récemment. Il y a il y a quand même, pour moi, une ahistoricité justement de ce rapport à l'actualité de la lecture désirante, en fait. Cécile? Non, mais je partage complètement ce que vient de dire Sereine et simplement... J'avais envie de rajouter que cette question du manque et d'une frustration à connaître, elle n'existait pas uniquement par rapport à la poésie, que c'est lire le monde en général qui toujours se dérobe et qui donne envie de continuer en même temps en se disant je ne vais pas y arriver. Mais je ne le sens pas spécialement sur la question de la poésie contemporaine, ni même de la littérature contemporaine, ni même sur l'idée de contemporain. Et même j'allais dire, c'est parce que c'est chouette de faire quelque chose avec le marché de la poésie que j'ai dit oui, mais la question des nouvelles écritures, moi, presque m'embête. Je trouve qu'il y a un côté un peu
marketing. Alors je sais que quand on parle de Mallarmé, c'est pas marketing, mais néanmoins, ça sonne aussi comme ça parce que c'est un vocable qu'on entend, par exemple, chez Arte, alors c'est très bien Arte, hein, mais quand on parle des nouvelles écritures pour parler du multimédia, enfin voilà, c'est cette idée que tout d'un coup, il va y avoir un truc en plus, une chose qui va permettre de dire « Ah, là, enfin, ça va changer, quoi ». Alors que non, ça ne change pas, enfin, ça n'arrête pas de changer, et en même temps, ça ne change pas. Et ça se perpétue en même temps. Ouais. Avant que Cécile, avant que Cécile entame sa lecture, Sandra, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? C'est vrai, en fait, ce que je vais dire, c'est tout simple. Hein. Je ne suis pas du tout dans le discours, c'est pour ça que j'écris justement. C'est que c'est plutôt une expérience, voilà, en fait. Donc, moi, j'ai l'impression que mon vrai langage, c'est celui que j'écris, donc qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus... les codes, en fait, quand on parle, on a des codes. Donc, finalement, on répond à des codes, mais c'est pas vraiment notre univers. Donc, le fait d'écrire, pour moi, c'est vraiment d'exprimer un univers personnel. Donc, moi, c'est un univers lié aux stéréotypes autour du féminin, au paranormal, enfin plein de choses qui sont au cinéma, puisque je suis très influencée par les films de David Lynch, de Haneke, etc. Et aussi à la musique, bien sûr. Voilà. Donc juste pour dire que moi, justement, pour moi, le poème est l'envers du discours. C'est-à-dire qu'on peut difficilement discourir sur un poème, même si on est bien obligé. Mais je veux dire, à la base, on écrit justement parce qu'on ne discourt pas. Enfin voilà. Très bien. Alors on va maintenant entamer les lectures, si vous voulez bien. Et c'est Cécile donc qui va avoir le privilège ou la responsabilité de démarrer, et donc va nous lire un extrait de son nouveau livre qui s'appelle Les Longs Silences. Cécile avait publié son premier livre donc au Seuil en 2008, si je ne me trompe pas, et il s'appelait Contact. Mais c'est pas du tout tiré des Longs Silences, ce que je vais vous lire. Ah bah pardon, voilà. Et ben voilà. C'est tiré de peut-être quelque chose qui fera un livre un jour, mais pour l'instant c'est voilà. Et ça s'appelle Plan incliné. Ce n'est pas satisfaisant. Ce n'est même peut-être pas tout à fait supportable. On te l'accordera. Mais qu'est-ce que tu proposes d'autre ? Ce sourire doux pour dire cela. Oh, cette phrase magique, la phrase des plateaux de télé, des fins de repas du dimanche, des distributeurs à café. Qu'est-ce que tu proposes d'autre ? Et le sourire doux pour dire cela. C'est un sourire bienveillant, déjà triste. Tu vas bientôt devoir sortir du rêve, toi qui marches en somnambule. Excusez-moi, j'aurais pas dû y toucher. Ça va très bien avec la suite, c'est parfait. Tu te regardes, ton gobelet de plastique à la main. Tu te regardes dans les yeux de l'autre qui te pose cette question de savoir ce que tu pourrais bien proposer d'autre. Et là, tu te rends compte, ton habit de nuit flotte un peu et pourrait bien t'entraver. Tu es un peu ridicule en plus. Alors, cette question, pour que tu ailles te rhabiller, cette question doucement énoncée comme une proposition justement, une proposition à toi faite, comme une main posée sur ton épaule, une douce musique pour te sortir de l'engourdissement qui te guette. Qu'est-ce que tu proposes d'autre ? Parfois, c'est même en silence que la question t'est posée. C'est une maïotique patiente où seuls les yeux parlent. Les accoucheurs ont un voile de gaz vert sur la bouche. Les yeux seulement sont ouverts, te regardent, t'accueillent. Les yeux sont comme prêts à être surpris. Ils aimeraient bien, ils ne demanderaient que ça,
Du moins, il donne cette impression, comme on donne le change et spécule sur son taux. Il donne cette impression de souhaiter sincèrement que quelque chose d'autre qui fût viable soit proposé. Mais le maïoticien n'a pas d'oreilles. Il a des yeux seulement et des mains pour agir. Il regarde et manipule la peau neuve et fripée et si fragile des nouveau-nés, qui doit s'endurcir à l'air et au savon extérieur, car tes rêves sont considérés comme gluants. Rien n'y accroche. Qu'est-ce que tu proposes d'autre n'est pas vraiment une question, plutôt une formule, n'appelle pas de réponse et surtout pas de proposition. Il est établi qu'à cette réalité satisfaite et non satisfaisante, on ne peut rien substituer. Cette question est pour te faire taire, c'est-à-dire pour ton bien. Qu'est-ce que tu proposes d'autre? La phrase magique, coupons court comme en suspension. La phrase amputationnelle anesthésique. Derrière le voile de gaz, on devine le sourire doux, qui se retient gentiment d'être moqueur, qui se retient de rajouter « mais enfin », avant la formule « qu'est-ce que tu proposes d'autre ?» Il est un tout petit peu forcé le doux du sourire, mais sous le voile de gaz, ça ne se voit pas vraiment. Ça ne se voit pas vraiment que la commissure pourrait exploser en rire excédé. Il faut du temps. L'accoucheur le sait. Surtout ne pas brusquer la prise de conscience, laisser le chemin se faire tout seul vers cette réalité qu'on ne peut rien proposer d'autre. Dans le régime de la réalité, que les yeux bienveillants savent regarder en face, on ne propose pas. Cela s'impose seulement, comme le bon sens. Qu'est-ce que tu proposes d'autre? Tu es sur la crête. Selon ce que tu diras à présent, tu glisseras ou tomberas, mais ça ne fait pas forcément mal, tu sais, du côté des irresponsables ou des résignés. Qu'est-ce que tu proposes d'autre? Tu as beau dire que cette réalité est impossible, insupportable, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'une seule réalité, n'est-ce pas? Celle qui transforme les rapports de force en état de fait, et si crédible, de droit. Toi, qui marches en somnambule, tu pourrais bien ressentir la peur si tu te réveilles, que ça ne soit pas dans ton lit. Tu pourrais bien te retrouver seul, sous une lumière crue, dans des draps beaucoup trop techniques. Le réel idéologique qui ne te propose rien d'autre te prend pour un grand malade. Toi, qui marches en somnambule, ton habit de nuit flotte un peu et pourrait bien t'entraver. Meunier, tu dors et le moulin qui va trop vite ne t'appartient plus. Il concasse tes rêves. C'est comme ça qu'on appelle ce que tu énonces de trop glissant pour accrocher au rapport de force. Alors tu ne sais plus. Tes yeux n'ont pas la bonne focale. Tu regardes très loin devant et comme distraitement, tu n'arrives pas à attraper les choses, ni à lire la composition des produits ou des programmes. Tes jugements s'émoussent, tes indignations goûtent un peu tout autour en coulure de bougie, et toute la peine qu'on peut avoir n'y change rien. Celui qui te regarde et te propose de proposer et te sourit, celui-là te tourne le dos, tu le sais bien. Seulement, il a des yeux derrière la tête. Il sait qu'il ne doit pas se retourner, qu'il doit, lui, continuer le chemin vers le statu quo. Orphée sans désespérance, qui te sait déjà perdu. Alors, reste perdu. Ne propose rien qui ne sera pas entendu. Dispose, c'est-à-dire repositionne sans preuve. Décolle les post-it sur lesquels attendent des verbes d'action à l'infinitif, muselés comme des rottweilers, faisant des avions en papier, des éventails, des jupes à volant, des choses utiles. Change le réel sans savoir si c'était bien par là
qu'il fallait commencer. Change le réel sans proposer, dispose, repositionne sans preuve. Qu'as-tu besoin d'un plan, qu'il soit B, ou incliné vers déjà ce qui seulement dénie? Merci. Et nous allons maintenant écouter Sophie Loiseau qui... Ah, tu veux passer en 3? Ben, on va écouter Mickaël alors. Oui, tu as raison, mais comme vous... Je me suis basé aux chaises, sur les chaises. Oui, 10 minutes, oui. Merci Mickaël. Alors, je vous propose au pas de course une petite promenade dans Poésie possible. Parce qu'évidemment, je ne sais pas si Poésie possible concentre des nouvelles écritures, mais en tout cas, elle rassemble des formes très diverses. Alors, justement, des petites choses diverses. Un extrait de Le boulevard Magenta objectivé, donc de la poésie objectiviste, c'est-à-dire qu'il va chercher sa matière dans sa matière langagière à l'extérieur. En l'occurrence, ici, c'est sur les vitrines des agences d'intérim du boulevard Magenta. Donc ça fonctionne par trottoir. Et ici, je vous lis le début du 3e trottoir. Recrute serrurier OHQ, région parisienne, région parisienne, région parisienne. Recrute couvreur qualifié, recrute monteur faux plafond, recrute serrurier qualifié, région parisienne, région parisienne, région parisienne, région parisienne, recrute menuisier qualifié, recrute plombier OHQ, région parisienne, région parisienne, recrute peintre qualifié, recrute staffeur, recrute secrétaire, automobile, mécanicien auto-entretien, faisons travailler les talents, peintre auto, région parisienne, référence exigée, faisons travailler les talents. Mécanicien automobile Paris, région parisienne, CAP, BAP, mécanique auto, expérience 1 à 2 ans, permis B exigé, entretien courant des véhicules et montage pneumatique. Faisons travailler les talents. Donc, ça c'est ce que lisent les ouvriers sans papier chaque matin entre 5h et 6h. Alors, une autre série, un extrait d'une autre série intitulée Cumulus, qui sont des poèmes très graphiques, mais je ne peux pas vous montrer le travail typographique effectué, qui sont là pour le coup pas du tout, si on devait opposer à objectiviste, on pourrait dire subjectiviste, puisque là tout le langage, si je puis dire, vient de l'intérieur. Le regard bleu, très bien ouvert, une pierre sur une pierre sur une pierre. Bonne formulation de la fonction pierre. Apport extérieur, 2 corps, une ligne de jeu, des pages et des âges de jeu. La mer, énigme parmi les énigmes, et toujours le rayonnement, les ondes, la lumière, etc. Le premier livre, de la main à la main, le graphisme avec du vert de la couverture, la moustache de l'auteur, on peut jouir contre son gré, comme un couteau pliant. Un deuxième, très bref. Autour du centre, l'histoire de l'impossible à la française, avec salade et lardon. La satisfaction à tourner les pages n'est pas écrite, tout commencement, mauvaise approche, assez de faire la mouche, crise graphique, apparence d'une solution, visible et distincte, ramasse-miettes thématique,
une avancée, la formule reste, le haut et le bas. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire, je n'en sais plus rien. À l'époque, je savais très exactement, mais j'ai tout oublié. Une autre série intitulée Variations chrono, qui a pour sous-titre Journal court. Et donc le principe de cette série était de faire un journal très court, donc il doit durer quelques jours, 4 ou 5 jours, et d'écrire chaque jour le plus lentement possible, le moins de choses possible, qui ait le moins de sens possible a priori. Mais en fait, comme vous savez, quand on chasse le sens, il finit toujours par revenir d'un autre côté, donc en fait ça en a. Mais c'est pareil, il est un peu égaré pour moi. 27-11. 10h07. Des bruits. Perse. Première. Entrer dans la matière. J'entre dans la matière. Une relation pour 10h10. La porte et l'escalier. La machine. Tracée. 10h12. Ne parle pas l'espagnol. 17h07. Hard hasard. C'est une série de preuves rapprochées. Enlève tout ce que tu peux enlever. Là, sur le coin du bureau. Évoquant 17h09. Durée express pour le relief graphique. Manque les italiques. 17h11. 22h46. Tombe pas dedans. Reste au bord malgré le vent qui attire. Enfin, aspire. Ça te prend toute la gueule. Au ralenti, long. 22h48. Rappel. Pas de retour en arrière. On en est là. Il faut faire avec. C'est-à-dire sans. Il y a une pression qui vient de sous la peau. 22h50. Je crois bien que c'est réel. Et merde. Faudra voir si ça continue demain. Et pour finir, un poème plus contemplatif, on va dire, ou observatif, tiré d'une série dont le titre est PLX, les 3 lettres PLX, qui sont l'écrasement de petits lieux. Donc ce sont des observations campagnardes pour la plupart, et tentatives de restitution. Alors je ne sais jamais de quoi, de mes perceptions, de perceptions qui ne sont pas les miennes, de comment, voilà, un moment d'observation et ensuite le langage et donc le 6e PLX. Il doit y avoir quelque chose à découvrir dans ce noir qui, chaque soir, littéralement provient de la végétation, qui la simplifie en encre mate, l'allège d'une dimension visible, qui délinée ces structures nues entremêlées. Troncs, branches, buissons, haies, même les bourgeons. Il les recouvre vite, émanant aussitôt que le ciel abandonne ou se dépouille de sa clarté. Pour l'observer vraiment, c'est-à-dire pour le sentir, il convient de pousser au sommet de la réduction les lumières intérieures qui, sinon, sont toujours trop fortes, trop encombrées par le désir de voir. Voici la face cachée des plantes, leur façade dépourvue de couleurs, libérée des phrases d'épiderme, des écorchures et des blessures profondes, soustraites aux obligations du volume. Que le ciel la rejoigne, il fond, paraît irréversiblement l'envelopper, s'y incorpore plus qu'on ne le pense. Elle disparaît. Diagramme de tous les diagrammes, il n'y aura bientôt plus que le sonore du noir. Ainsi commence la nuit terrienne dans le contre-jour vespéral, précurseur de l'aube. Voilà, je vous remercie. Merci Mickaël. Il disait Poésie possible, qui est apparu aux éditions Nous. Sophie Loiseau, maintenant, je ne sais pas si tu vas lire l'un ou l'autre, mais deux nouveaux livres, Ma maîtresse forme, donc chez Chambalon, et La chambre sous le saule, aux éditions des presses universitaires de Rennes.
Bonsoir. Bon. Ouais, moi, je vais vous lire deux petits extraits des deux, en fait, puisque j'ai cette chance. C'est une grande chance d'avoir deux livres qui sortent là, en même temps, et très différents. Et donc, je vais commencer par La chambre sous le saule, que j'ai en fait, ça s'appelle Poésie Fiction 2. Il y en a 3, donc ça, c'est la deuxième. Donc, c'est de la prose, en fait. C'est des petites séquences. Tiens, goûte. Je me saisis de la toute petite tasse. Je ne fais pas semblant de goûter. Je fais appel aux saveurs. J'invoque l'esprit du café. Je jouis mentalement du breuvage. Convoque à moi les souvenirs de glace au café, de lait entier, de café fort, de café liégeois. Je vois la crème se déposer. Sans la chaleur de la tasse se communiquer à ma main. J'y suis. Lila a toutes les raisons de croire à l'excellence de son café. Elle ajoute du chocolat, du piment. Je me rends compte de la cannelle aussi. La dégustation se poursuit de plus en plus pointue. Devant l'extase de Sainte-Thérèse du Bernin. Elle est morte ? Non. Elle est heureuse, elle ressent sa joie. La carte a glissé du carnet où je la serre d'habitude. La posture renversée de la sainte l'interloque. Sa pamoison, yeux dans la bouche. Yeux dans la bouche. Yeux clos, pardon. Bouche entrouverte. En fait, c'est ça la poésie, c'est aussi beaucoup l'inconscient qui parle. Moi, je parle beaucoup. Je suis un peu dyslexique. En fait, je le suis au départ. Je fais juste cet aparté parce que je pense que je me sers beaucoup de ça. C'est-à-dire que j'entends des choses qui ne sont pas réelles ou j'interprète, et donc ça me sert énormément. Donc voilà, je viens de dire une chose, mais je travaille avec ça, cette matière complètement, irrationnelle. Voilà, en fait. Tu travailles trop. J'aurais plus de temps pour mon travail. J'aurais plus de temps pour mon travail à moi. Lila Piaf, son tour d'ordinateur viendra-t-il jamais ? À la fin, je suis bien obligée de me frustrer, ce qui revient à me mutiler un peu, de laisser là l'ouvrage en cours, un travail d'aiguille, écrire. Je ferme mon fichier et ouvre le sien. Lila, maman, nanin, papa. Des mots, mais aussi des séries de lettres, de chiffres, des signes tenus sur plusieurs lignes et formant motif apparaissent. L'index est son meilleur ouvrier, la touche efface, une alliée qui détricote à toute allure. Cherche des mots qui commencent par A. A balançoire, A sucette. Regarde, c'est pas une mariée, c'est une éolienne. On l'a entourée de soleil. Tout est clair, un soleil sain, glorieux, couronné de O, de E. De quel alphabet les autres ? Le vétérinaire me montre le halo sombre autour de son rein à l'échographie. Démiane, mon beau charroux dépérit. Il ne s'alimente plus, ses cuisses flageolent. Il se dissimule. La tumeur a bouleversé ses organes, pèse contre les poumons. Pour cette raison, il ronfle. 17 ans de vie commune, on s'adorait. Il savait comme personne moduler sa voix en faisant trembler son petit menton, et cela m'était adressé. L'avant-bras qui dépasse est le sien, une secousse au moment du transport. Je n'ai pas la force d'éprouver le poids de son corps mort. Ce n'est donc pas moi qui l'allonge dans le trou ajusté à sa taille. La maison souffle sur les braises, hantée redit les passages, les habitudes. Le fauteuil est plein de ses poils. Je m'attends à le voir, son image résiduelle vaut résurrection. Un carnivore, pour Lila, est un animal qui mange dans le ventre ouvert. Bien qu'elle sache la différence entre le loup des histoires et le vrai, elle les lie au même totem de chair fraîche, l'un et l'autre friands. Bonne nuit, grande fesse. Bonne nuit, petite fesse. Bonne nuit, grande zézette. Bonne nuit, petite zézette. Au bout du jardin, il y a la tombe, une surface pas même renflée sur laquelle déposer roses et pétales de rose. Lila et entrecroise des branches et pique 3 plumes. Chacune recourt au même geste, s'agenouille, embellit. Les feuilles, les très vieilles noix, les transmuent. La paille est transmuée en frites, en bonbons les cailloux, la terre à l'eau liée en chocolat. Ses pouvoirs sont christiques, ni la langue ni le palais n'y trouvent à redire. Tout était délicieux, il faut songer à partir maintenant. L'ombre du noyer sur notre scène est froide. Quant à ma maîtresse forme, ce sont des poèmes, j'allais dire, un peu classiquement, c'est-à-dire des petits moments comme ça d'intensité. Et pour autant, j'ai voulu, comment dirais-je, ça s'est imposé à moi il y a quelque temps, de faire une partition de poètes. J'avais envie qu'on lise mes poèmes comme moi je les avais écrits. Voilà. Et donc, je ne voulais pas laisser d'autres interprétations possibles. Donc, du coup, j'ai dû
faire je dirais, c'est une édition bilingue. Il y a une partie en langue écrite, je dirais une langue neutre, où chacun peut s'approprier le poème avec ses propres accents, et puis une partie un peu fantomatique qui est derrière, et qui est en langue dite. Donc c'est cette langue dite que je vais vous dire, et qui est exactement ce que je veux, comment je veux que soit dit ce texte. Mais ça peut, comment dire, comme c'est une partition, elle peut très bien être applicable à d'autres. Moi, j'ai conçu ça parce que je sentais la nécessité que le lecteur, la lectrice, l'auditrice, l'auditeur sentent ce que moi j'ai vraiment voulu dire oralement par ma bouche. Donc c'est mon accent, mais ça vaut aussi pour ce livre-là. Et ce que je veux dire, c'est que demain, moi, si je réécris ce livre, je vais écrire une autre partition. Donc c'est ça. J'ai figé quelque chose en même temps. Mais bon. Et je vais vous lire juste la dernière section. Et c'est difficile, hein, parce que je suis obligée de suivre, moi, la partition, alors que j'ai peut-être une autre envie de lire. Sans protègement hormis ces pierres achetées à Vieux-Boucau sur le marché l'été de la jupe longue. Au chat, je t'aime énormément, mon petit frère. Son jeu collé, indécollable, au point qu'elle m'entrave. Je marche avec elle à la cuisse dans les rues de Saint-Sébastien. Flambant neuve à travers l'eau, l'herbe, le sable, elle compte ses morts, mamie, puis son père, son premier père. Je tire de la clavicule du poulet, pas de l'agneau, cet oracle que nous aurons de l'amour. Merkaba. À la place de, dans le berceau, pas un leurre, une enfant des fées comme convenu. D'où me vient un cariotype pendant que j'applique mon trait d'eyeliner. Esbly, pour moi, comme un motif de fleur fut la maison, tout en haut de la rue des Vignes, qui grimpait, terrible en vélo. D'ailleurs, ma grand-mère portait une robe à semis d'Esbly, près du Budléa, elle et son mari, les parents de ma mère. À Belle-Île, les juments allaitent d'énormes poulains tirant sur le bleu. Sous les cyprès où haine s'engage, au creux de sa main, elle fait rouler les cônes femelles. Je venais d'avoir 6 ans quand la mère de ma mère est morte. Elle court, elle se limite aux abrupts. Pour Coton sur l'île, j'étais plus dure que ça, car je n'ai pas cédé devant l'océan, devant le vertige des falaises. Les armes me seraient tombées des mains. Vieille haine du mal dominant, où tu ne fus pour rien. Mais tombée à l'eau successive entre Quiberon et le palais. Une petite mésange postée sur le prunus alors que je suis sans nouvelles me prie de réintégrer ma merveilleuse moi. Morte, elle flotte mon goût du fantastique et je sais démêler parmi eux reconnaître son fantôme. Hurlevent apparu dans le fond de la tasse dans les alluvions du café. Une rose de Noël, pâle phosphore, la lampe à l'air de maman. D'accord pour lui ouvrir, H, sa mémoire lui a été rendue en mourant. Il tourne vers moi sa belle tête vivante dans la mort, preuve qu'il se souvient, et de nos langues encore, et de nos sexes. Les statues du bosquet de la reine enveloppée, comme l'oranger pour l'hiver qui ne vient pas à part un faune. Il n'ira pas jusqu'à neiger, il ne ressemble déjà plus aux oies des neiges ni aux éders. Face à la lande rouge, au couchant devenu moi, j'étais une femme aux fortes ailes, elle pour le moindre bobo, être encore régalée d'un vieux jardin. Merci. Merci Sophie. Et avant de reprendre les lectures, je voulais qu'on reprenne ce débat, mais cette fois donc sur la part la plus intime du langage, et la double lecture de Sophie là, nous en donne l'occasion. Comment est-ce que vous basculez d'un langage à un autre, d'une écriture à une autre ? Est-ce que ça vous est arrivé déjà simplement ? Est-ce qu'il y a des déclics ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce qu'un nouveau livre appelle un nouveau langage ? Ou est-ce que, au fond, le travail du livre sur le livre fait évoluer le langage par le travail et non pas par une volonté de langage lui-même ? En ce qui me concerne, je travaille par tuilage. En général, j'ai 2 livres que je tricote en même temps. Et bien souvent, j'ai l'impression que c'est ce que je disais tout à l'heure, que je suis un peu dépassée. C'est quelque chose qui
qui grandit avec moi. Et je serais incapable d'écrire ce que j'écrivais il y a quelques années. Je crois que je suis poussée en avant, ou pas. Alors après, on a des volontés, effectivement, on a des thématiques peut-être, ou des envies spécifiques, comme par exemple ce travail que j'ai fait sur cette double langue, que j'ai voulu absolument. Mais quelquefois, moi, je me sens emportée. Et bien voilà, ça s'impose à moi, et je grandis. Je ne sais pas si c'est grandir, mais c'est pousser en tout cas dans une direction que je ne maîtrise pas tout. Voilà, c'est ça. Et c'est la part inconscient dont je parlais. Et je reste à l'écoute de ça. Michael, donc on a deviné aussi que cette partie d'écoute était importante, puisque le sens persiste, mais malgré soi. Malgré la mémoire qu'on a du sens qu'on a voulu donner. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. C'est-à-dire que, effectivement, si je fouille, je vais retrouver les connexions. Au départ, il y en avait. Quand vous faites référence au moment où j'ai dit, j'ai oublié ce que ça signifie. Mais peu importe ce que ça signifie. Quand je dis ça, c'est dire, ça a signifié quelque chose pour moi. Aujourd'hui, ça n'est plus que du son, que des mots qui, je crois, c'est pour ça que je me permets de les lire en public, parce que je crois que malgré tout, ils sont susceptibles d'être plaisants s'ils sont entendus. Mais je voulais, par rapport à cette question de qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un registre ou d'une forme à une autre, etc., c'est un problème très compliqué, pour moi en tout cas. C'est pour ça que je dis mon échelle, c'est le poème, c'est pas le livre. Je peux pas raisonner. J'ai jamais réussi à raisonner. Et ça a été très difficile pour moi de faire ce livre parce que j'ai jamais réussi à penser un livre véritablement. Par contre, passer d'un poème à l'autre, ça je le fais très régulièrement et d'une certaine manière en radicalisant peut-être un principe un peu pongien, il y aurait une poétique par poème pratiquement, c'est-à-dire que j'ai du mal. Et alors quand j'ai de la chance, ça dure un peu plus longtemps, donc je peux en faire 2, 3, 4, 5, puis si ça dure un peu plus que 5, ça peut éventuellement donner une série. Mais à un moment, la série s'épuise. Et on ne peut pas la pousser plus loin. Alors, il faut, une fois que c'est épuisé... Denis Roche explique ça très très bien dans la préface du Mécrit, je crois, ou je ne sais plus. C'est le principe ou d'Eros énergumène, je ne sais plus. Bon, bref, peu importe. Mais il explique l'épuisement de la série. Ça m'a beaucoup aider à comprendre ce phénomène. Et François, cette problématique vous est habituelle aussi ou pas? Vos livres sont, en tout cas les 2 derniers, sont très différents l'un de l'autre. Oui, ils sont très divers. C'est pas du tout programmé. Il y a juste, je sais pas, je fais confiance dans une nécessité ou pseudo-nécessité de ce que je peux bien vouloir dire, avoir à dire. Et je me soucie davantage d'un renouvellement formel, mais ce n'est pas délibéré. C'est simplement, j'ai l'impression que les formes, quelles qu'elles soient, nous lassent tous. Enfin, il suffit de tenir un blog pour s'en apercevoir. On propose des choses qui stimulent énormément la curiosité parce que c'est un peu nouveau. Et très vite, il y a une lassitude. On ne peut pas en vouloir au public. Soi-même, enfin moi je le ressens, donc je ne crée pas de fausses nécessités. Je m'aperçois juste que il me plaît de jouer avec un certain nombre de formes, de les explorer, puis très vite, enfin, à un certain moment, ça trouve sa limite. Donc naturellement, j'ai envie de relancer un petit peu les choses en bousculant un peu les aspects formels. Et je pense que le propos, même si le ton varie nécessairement d'une forme à l'autre, il reste un, quoi, parce qu'on est soi-même, ouais, malgré tout. Et Sandra, vous avez aussi cette problématique de la limite dans un livre, par exemple? C'est vrai que j'utilise en fait plein de formes différentes. Donc ça peut être de la prose, des choses comme ça, un petit peu répétitives, incantatoires, ou au contraire des poèmes très minimalistes. Mais c'est vraiment mon vécu. Alors je rejoins
François Maton, sur la nécessité. Je crois que sinon, ça sert à rien de faire de l'art ou de créer, quoi. Faut que ce soit une nécessité. Après, c'est pas question de tomber dans la thérapie ou le pathos ou tout ça. Mais je veux dire, il faut que ça parte d'une nécessité, ça se sent. Un texte qui n'est pas dans la nécessité, même un bon texte, ça se sent. Donc et vraiment, la nécessité donc conduit à l'écriture et donc aux nouvelles écritures éventuelles. Les nouvelles écritures, alors moi je publie depuis 92, donc je ne sais pas si c'est très nouveau, mais effectivement, en tous les cas, toujours expérimental, de ne pas se situer. Moi, je ne voulais pas spécialement être poète ou quoi que ce soit. En fait, j'écrivais. Donc voilà, après, ça s'est sorti en poésie. Mais c'est une manière, en fait, tout simplement d'écrire autrement, non linéairement. Il n'y a pas de début, de milieu, de fin, puisque la vie est faite de fragments. Donc je ne vois pas pourquoi l'écriture, tout d'un coup, serait différente. Donc voilà. Donc des fragments d'intensité, forcément. Voilà. Sophie, tu voulais rajouter quelque chose ? J'ai cru deviner un geste. Je te rejoins complètement, Sandra, sur la nécessité. Je crois que c'est ça. Et puis, je crois aussi que ça vient de la vie, de ce qu'on vit. Enfin, je veux dire, en tout cas, moi, c'est le cas. Et on est traversé par le monde, donc on est extrêmement poreuse et poreux. Donc, on écrit à partir de ce matériau-là, je crois. Oui, cette notion de série, c'est vrai que moi je l'ai senti aussi. On arrive au bout d'un truc, tout d'un coup, on était bien, on était content, et puis tout d'un coup, ça s'étiole, ça tombe, en fait. Moi, c'est pareil, j'écris des choses très différentes. Moi, voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'aime les choses, j'aime expérimenter, voilà, j'aime aller voir ce que ça donne, et ça, je trouve ça très excitant, voilà, tenter des choses. Voilà. Sereine et Cécile, vous êtes dans cette recherche de l'expérience nouvelle? Moi, j'ai le sentiment qu'il faut parfois plusieurs livres pour commencer à sentir qu'en fait, il y avait les mêmes questions, travailler différemment et commencer un petit peu à cerner son terrain de jeu. Après, ce qui se métamorphose, bien sûr, la vie nous change et puis chaque texte, en fait, par la nécessité dont il émane, justement, il impose d'inventer sa forme. On ne peut pas être comme ça dans la répétition. Donc, en fait, il y a aussi, pour soi-même, il me semble, enfin, en ce qui me concerne, une découverte progressive de ses propres enjeux d'écriture. Oui, moi j'ai l'impression que c'est toujours un constat a posteriori, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'inventer des tas de dispositifs, de stratagèmes, plutôt que l'idée de changer de langue, parce que je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, voilà, et d'avoir des objets de curiosité et de travail très différents pour me rendre compte à la fin que c'est toujours la même chose, en fait. Est-ce que Sereine nous ferait le plaisir de lire? Donc, si je ne m'abuse, Sereine va nous lire quelque chose de son nouveau livre qui s'appelle Au bord et qui vient de sortir aux éditions Lanskin, dans une collection spécifique qui s'appelle Poéfilm, puisqu'elle est accompagnée d'un petit film qu'on peut retrouver sur Internet. Oui, donc je vais effectivement vous lire quelques pages de Au bord, quelques poèmes tirés de la première partie, puis de la suivante, puisque pour moi, au contraire, c'est la forme livre qui vraiment importe. Enfin, je fais écho à ce que disait Michael tout à l'heure. Ta voix, ombre, disant elle a l'air bien, c'est toi qui le dis. Ta voix, tu la donnes à qui tu choisis. L'autre, on s'y habitue entre deux apnées. Une phrase par expiration circonstancielle pour que ça parvienne de l'autre côté, c'est-à-dire moi, certains jours, tous les matins, tous les soirs. Dans cet espace, quelqu'un tendra l'oreille cervicale ployée. D'autre part, le monde est intact, tel qu'il se forme en amont de la voix. Tu n'en sais rien, mais la pensée, oui, la pensée,
Non, tu ne peux rien en savoir. Je dis que la pensée pense malgré les cailloux. Tu ne veux rien savoir de la pensée qui pense malgré les cailloux. L'eau dans les pierres, oui, la voix, si elle vient jusqu'à toi, pas la voix écrasée, dissoute, remplie, pollen, la gorge impossible à dire tout ce qui serait comme on voudrait. Ne reste que le tranchant de la craie sur le tableau noir. On écoute. C'est peut-être le dos qui écoute. Les épaules, par deux comme les oreilles, les pierres brillent, la pensée pense, crier derrière les yeux maintenant. Entre les pierres à sec, quoi? Parler. J'apporte le papier et l'enveloppe de la lettre qu'elle ne m'écrit pas. Un peu de temps. Ma verticalité, l'angle de son cou, son visage, la télévision sur l'autre versant, l'écorce, la carapace, les poumons, le cerveau aussi. Un très léger voile de panique sur le visage, battant des cils pour qu'ils disparaissent. Elle se souvient. Quelquefois la pente s'ouvre au bord du train. On y penche. Ensuite, tout est noir. Copeaux dansant, de chevaux, ils galopent. Nous tenons la main, mais sans y penser, et soudain, une route. Nous avançons. Parfois, le visage est tout seul. Les ombres, et pour le peu de paroles, on n'écrit pas. Chuchotement de tous tes cheveux sur mes jambes. L'odeur dans les couloirs, certains jours, l'huile sèche sur les bras maigres, même si maigre ne convient pas, mais en février, on n'y voit rien. Qui s'active dedans et dehors jusqu'au sourire, c'est pour pas de pardon, juste cela finalement, d'un bout à l'autre. D'autres phrases plus proches que les miennes, d'autres silences mieux découpés. Civière, bras inconnus, couloir, ciel, ciel, tellement plus de feuilles sur les arbres. La ressemblance, trace et oubli. Dans cette histoire, quelqu'un lance une flèche, s'en va mourir ou la flèche tombe, ou bien c'est un souvenir tronqué de forêt, de courage. Enfance. Chacun trace son cercle sur le sol. Parfois, il n'y a plus de place. Parfois, les cercles sont piétinés. Étincelle sur une eau si blanche qu'elle se mêle au ciel sans séparation. Traverser des branches du figuier, n'échappant pas à la brûlure, sauf à observer longuement cette bande plus sombre au loin, habitée d'une durée invisible. Il n'aurait pas fallu compter sur la chance, le hasard, l'inversion des signes. Toutes ces fleurs que j'apporte dans leur papier de couleur ne sont pas celles. J'y pense aussi, au bord des yeux, si elles